Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On accueille Grégory de Blox. Grégory, comment ça va? Bonjour Marc et bonjour à tous, ça va très bien et merci de m'accueillir aujourd'hui. Comment va la trattoria? La trattoria Pulsenila, est-ce que le financement a été obtenu ou est-ce que c'est en cours de financement? Alors écoute Marc, la trattoria Pulcinella, je sais, alors que tu es italien, le nom est un tout petit peu compliqué et le Piccolo Rosso se porte très bien et d'ailleurs je te remercie pour cette vidéo très instructive et surtout pour les commentaires que tu as pu faire sur la qualité de la pizza de Luigi car en effet c'est l'une des meilleures pizzas de Paris et comme on se disait avant de commencer cet entretien, Luigi est un commerçant qui non seulement tient un restaurant délicieux qui fait des pizzas et tu l'as remarqué en tout point, délicieuse. Mais surtout, c'était un commerçant qui, à un moment donné, était grossiste en produits italiens et donc il a une connaissance très, très approfondie et très fine de tous les petits producteurs italiens. Et je te parlais du baba au Ouais. limoncello qu'il a souvent à sa Alors, carte. Euh, ouais, on va. Alors, je sais pas si on va discuter plutôt pizza ou plutôt allez, ça crowdfunding marche, et immobilier fractionné dans bien sûr. cette vidéo. Ok. Allez, on bascule sur la partie investissement. Allez, On ça fera marche. on Eh ben, fera une écoute, vidéo sur les l'investissement, pizzas ultérieurement. Ok. eh ben, ça marche, Marc. En tout Alors, cas, on va faire ça. l'investissement se passe bien. On en est Ouais, vas-y. presque à la moitié. Tu sais, Blox, on a commencé il y a 3 semaines. Donc, D'accord. forcément, la communauté, elle se mobilise au fur et à mesure. Et on est très confiant. Ça se passe très, très bien. Donc, Tous les la retours qu'on moitié. a de tous nos. Ok, la moitié Exactement. financée, immobilier Presque la fractionné de moitié toute dette. financée. Exactement. Voilà. On va voir, dans cette vidéo, on va voir la différence avec le crowdfunding et Blocks. On va faire le match Blocks versus crowdfunding. J'ai 100 euros à investir. Après, on fera 1000 euros, mais j'ai 100 euros à investir. Est-ce que je les investis sur du crowdfunding ou est-ce que je les investis sur des projets de Blocks? Ça va être la question. Alors, ah, tu veux déjà répondre, toi? Euh, Vas-y, vas-y, réponds. non, mais Marc, moi, je te dirais qu'il faut diversifier son risque. Comme dans tout investissement, je pense qu'il faut mettre un petit peu dans le crowdfunding et un petit peu dans Blox. Surtout qu'on peut mettre ticket d'entrée. On va commencer par ça. Tiens, ticket d'entrée, 1 € sur Blocks. 1 € sur Blox. On a envie que vous essayez Blox. Donc, on a mis le ticket d'entrée le plus bas possible afin que vous puissiez essayer. D'accord. Donc, avec 100 euros, effectivement, on peut encore diversifier. Il y a d'autres plateformes, hein, même sur le crowdfunding, qui sont à 1 €, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Bon, 1 €, 1 €, 1 € par-ci. OK. Ticket d'entrée, 1 € en général sur le crowdfunding. On est plutôt soit des plateformes à 100 euros, soit des plateformes à 1000 euros. Donc là, on a un ticket qui est plus bas. OK. On continue. Les rendements. Alors, moi, je me fais l'avocat du crowdfunding, hein, évidemment. Toi, tu fais Bien sûr. l'avocat de Blocks. Les rendements. Alors, qu'est-ce qui me pousserait à aller investir sur des rendements qui sont, tu vas me confirmer, mais à 5%, 6%, voilà. Alors que sur le crowdfunding, j'ai du 10, du 11, du 12. Euh, Écoute, Marc, je vais te dire, le truc, c'est que risque et rendement sont proportionnels. Donc, il est vraiment important, et c'est pour ça que je voulais faire une toute petite aparté là-dessus. Le crowdfunding, c'est risqué. C'est plus risqué que l'investissement long terme en mur de commerce. Donc, c'est pour ça qu'on a une différence de rendement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les rendements de crowdfunding, ce sont des rendements en général sur, alors c'est 24 mois la durée maximum, mais on constate que la durée moyenne en France, c'est plutôt 20-21 mois. Et donc, c'est des périodes courtes d'investissement avec un haut rendement et un risque qui est associé. Juste toujours sur le crowdfunding, je pense que le point le plus important pour la communauté, pour ta communauté, pour qu'elle comprenne, c'est que dans le crowdfunding, vous prêtez à un opérateur immobilier qui a besoin de fonds propres. Il ne peut pas s'endetter, donc tout opérateur immobilier amène des fonds propres et en plus, il va se contracter une dette auprès d'une banque. S'il va faire une opération de crowdfunding et qu'il est prêt à donner 9, 10, 11% comme tu le dis, c'est parce qu'il manque de fonds propres pour déclencher ensuite la dette senior auprès du banquier. Donc, ça n'a strictement rien à voir comme typologie d'opération, même si le sous-jacent est toujours de l'immobilier, bien évidemment, mais l'opération n'a strictement rien à voir avec Blox, où chez Blox, on vous permet d'investir, en effet, comme tu l'as dit, dès 1 € dans des murs de commerce sur le long terme. Ces murs de commerce ne sont pas endettés, donc, tout ce qui est payé comme loyer par le commerçant est directement redistribué à nos investisseurs. Et il n'y a pas de durée d'investissement, en tout cas, je dirais comme dans le crowdfunding. L'idée, c'est que si Blocks permet à une communauté d'acquéreurs d'acheter une boutique qui fonctionne très très bien, comme tu le sais, les magasins, quand tu passes en bas de chez toi, je veux dire, il y a des magasins qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Bah, notre idée chez Blocks, c'est d'acheter des commerces
qui sont très résilients et qui peuvent durer en effet, enfin, qui peuvent avoir une durée de vie de 20, 30, 40 ans et qui fait que vous n'aurez pas envie de revendre vos blocs. Pourquoi vous D'accord. n'aurez pas envie de les revendre? Laisse-moi juste finir sur un dernier point, Vas-y. c'est l'inflation. Aujourd'hui, les loyers dans le résidentiel ne s'ajustent pas à l'inflation comme les loyers commerciaux. Et nous, ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'avec les scénarios d'inflation, comme tu le dis, les rendements à 5-6% qu'on appelle un rendement facial immédiatement à l'acquisition, c'est un rendement qui augmente chaque année grâce à l'inflation ou en raison de l'inflation. Je m'arrête. Ok, c'est à moi. Ok. Alors c'est vrai qu'on dit souvent la phrase plus les rendements sont élevés et plus les risques sont importants, hein. Je crois que c'est même une phrase légale, AMF, etc., écrite partout. Mais qu'est-ce que tu dirais rapidement sur ces plateformes de crowdfunding qui ont fait des dizaines de projets, qui ont financé des centaines de millions d'euros sur parfois plus de 10 ans et qui n'ont aucun défaut? Qu'est-ce que- Qu'est-ce qu'on dit? C'est compliqué, je ne suis pas dans les petits papiers des crowdfunders, mais ce qu'on a pu voir en tout cas, c'est qu'en effet, le crowdfunding a levé 1 milliard l'année dernière, enfin en tout cas en 2021, et que enfin, tu voyais bien que le marché immobilier, il était en train il était booming. Donc forcément, les promoteurs étaient dans une situation. Alors, la plupart des promoteurs qui se sont servis du crowdfunding, c'était pour faire du logement. Et la production de logements en France étant faible, bah, tout ce qui se produisait se vendait jusqu'à la hausse des taux. Donc finalement, les opérateurs pouvaient s'endetter très rapidement et revendre ça très très vite, parce que comme tu le sais, le logement, c'est toujours vendu très vite et que là, on fait face en ce moment à une crise qui est principalement due à la hausse des taux, qui fait que le marché est résolument un peu à l'arrêt. Ok. Alors, prochain élément, celui-là, il est en faveur de Blocks, le gain en capital, la plus-value, on va dire la plus-value, sur les projets de crowdfunding immobilier classique. On est sur de la dette fixe, ça veut dire qu'on a un taux d'intérêt, mais à la fin, on nous rend le capital plus les intérêts, mais pas plus que le capital qu'on a investi, alors que Blocks, on a une indexation sur l'évolution du prix des murs de commerce. Correct? Tout à fait, Marc. Chez Blox, on fait expertiser nos actifs tous les ans. On s'oblige exactement comme dans un véhicule régulé à choisir le même expert et on le garde pour 4 ans. Parce que ça serait un petit peu simple si on n'est pas content de l'expertise, de changer d'expert et donc de truquer un peu les Mm. expertises. Donc nous, c'est les mêmes experts pour 4 ans. C'est eux qui créent donc le prix de la part. Donc quand tu investis chez Blox, tu investis sur la base de 1 euro. Et si le bien augmente de 10%, bah, ta part passe automatiquement à 1,10 €, exactement comme dans un fonds immobilier. D'accord. Donc ça, c'est une grosse différence. Les durées, comme tu l'as précisé sur le crowdfunding, on a des durées qui sont assez courtes, parfois 6 mois, parfois maximum aller jusqu'à 2 ans. Ensuite, il faut réinvestir s'il y a des projets sur la plateforme. Donc là, problème voilà, peut-être l'argent est en train en attente d'investissement, donc ça fait baisser un peu notre rendement. Sur Blocks, on est sur des investissements de long terme. C'est quoi le contrat obligataire? Il a une durée théorique, une durée de quoi? De 8 ans? De 10 ans. Alors, 10 ans. on a fait un contrat théorique d'une durée de 10 ans parce qu'à un moment donné, il fallait juridiquement borner enfin, la durée de l'obligation dans une norme, je dirais, généralement acceptée. Notre idée, c'est qu'au bout de 10 ans, si vous voulez qu'on vous remplace vos obligations, bah, on vous les remplace et on vous fait repartir pour 10 ans. L'idée, c'est qu'on va mettre en place un marché secondaire, Marc, qui va permettre à tous les investisseurs de pouvoir avoir une liquidité sur leur investissement. Et l'avantage qu'on aura chez Blox, c'est que comme les parts sont à 1 euro, bah, si demain tu achètes 600 euros d'un bien et que tu veux te séparer que de 50 euros, 60 euros, même 64 euros, tu pourras le faire. C'est pour ça qu'on a mis un prix très bas sur un nominal très bas. Ok, deux choses sur le marché secondaire. Première question, quand est-ce qu'il sera disponible? Deuxième question, est-ce que je peux revendre les parts que j'ai achetées au prix que je souhaite et donc spéculer, les acheter, les revendre direct en faisant une plus-value sur les parts? Je peux faire ça ou pas? Alors écoute Marc, nous chez Blox, on ne veut pas de spéculateurs. L'investissement immobilier, comme on l'avait vu auparavant, c'est un investissement de long terme. Dès que tu achètes un bien immobilier, tu payes déjà 7,80% d'impôts ou de droits immobiliers. Donc pour récupérer ces 7,80, il faut au moins rester 1 ou 2 ans. Donc nous chez Blox, on a décidé d'ouvrir le marché secondaire à la fin de l'année pour une raison, c'est qu'on ne veut pas aujourd'hui attirer des clients qui se diraient on va acheter maintenant et revendre à l'ouverture du marché secondaire. On sait Mhm. tous qu'on ne peut pas gagner de l'argent en faisant ça.
en faisant un aller-retour, sauf bien évidemment à faire une opération de marchand de biens ou un autre type d'opération, toujours avec le même chose achat immobilier, mais ce n'est pas la même stratégie. Notre stratégie, c'est le long terme et c'est de servir un rendement le plus stable et le plus garanti possible à nos souscripteurs. Ok, les garanties. Les garanties, donc sur Blocks, on a des hypothèques de premier rang sur le bien. Ok, donc ça, Tout c'est à vraiment fait. Que le top au niveau des garanties. Sur le crowdfunding, si je fais une petite comparaison, on a parfois des hypothèques de premier rang sur le bien et parfois on n'en a pas. Parfois on a des hypothèques de second rang, parfois on a des GAPD, parfois on a des fiducies, parfois on a plein d'autres choses. C'est vrai que l'hypothèque de premier rang, c'est le top de ce qui se fait. Donc, bon, là, voilà, s'il y a deux projets, un projet de crowdfunding et un projet de Blocks, les deux avec garantie et hypothèque de premier rang, je dirais que ça se vaut. On est d'accord ou pas? Si je peux juste rebondir sur ton point, l'idée c'est qu'en crowdfunding, comme les opérateurs ils lèvent des fonds propres, c'est derrière qu'il y a forcément une dette. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils arrivent à servir 10%, parce qu'ils n'arriveraient pas à servir 10% sur cette tranche senior, enfin sur cette tranche de capital, s'il n'y avait pas derrière de la dette avec un levier. Donc l'idée c'est que en crowdfunding, il est quasiment impossible d'être en premier rang, dans la mesure où c'est le banquier qui prête la dette senior qui est en premier rang, vu que c'est lui qui prête le plus d'argent. Attention, attention, hein. Dans le crowdfunding, parfois il y a un financement bancaire, mais parfois il n'y a pas de financement bancaire. On a beaucoup de projets Alors, où on est pardon, les excuse-moi. seuls à financer les projets. Et on sait évidemment que quand il y a un financement bancaire, dans la totalité des cas d'ailleurs où il y a un financement bancaire, la banque a une seniorité supérieure à nous et on est hypothèque de second rang. Mais on a plein de Exactement. projets. Moi, je vais quasiment que sur des projets où on est les seuls à financer le marchand de biens et il n'y a D'accord. pas de financement bancaire. Mais je note le point. Ok, Non, mais alors, tu connais en effet mieux le sujet que moi. Et en effet, c'est pour ça que chez Blocks, nous, c'est une hypothèque de premier rang et les seuls créanciers finalement de l'opération sont les investisseurs de l'opération. excellent. Ça sera amené à changer ça ou pas? Ou vous allez tout le temps, c'est gravé dans le marbre, ou il peut y avoir des projets qui vont être financés de façon mixte, banque et investisseurs? Alors écoute, Marc, nous, on a toujours parti du principe qu'il fallait pas mettre de dette dans le produit pour une raison, c'est que, et d'ailleurs l'histoire nous a donné raison, c'est que si finalement le bien que tu as acheté en mai, il avait une dette à 1,30, celui que tu as acheté en juillet, il avait une dette à 2,50, celui que tu as acheté en octobre, il avait une dette à 3,50. Donc finalement, on ne serait pas en train tous les deux de comparer des opérations immobilières. On serait en train de comparer une opération immobilière avec un levier ou une dette bancaire qui a été souscrite à une date donnée. Et comme tous les projets sont souscrits à des dates qui sont différentes, eh bien, tous les projets se retrouveraient avec des structures de dette différentes. Donc, finalement, on ne serait pas en train de comparer de l'immobilier, mais on serait en train de comparer un produit plus complexe. Et notre volonté, c'est de simplifier et de démocratiser l'accès à l'investissement immobilier, certainement pas de créer un produit complexe que les gens ne comprennent pas. D'accord. Alors, type de contrat, on est sur des contrats obligataires classiques. On n'est pas sur des royalties de BRICS. Sur le crowdfunding, on est sur des contrats obligataires aussi. Donc, c'est la même typologie de contrat. C'est juste qu'à l'intérieur du contrat, il y a marqué des choses un peu différentes, notamment sur les plus-values et l'indexation et l'inflation, etc. On est d'accord là-dessus? Exactement. Enfin, aujourd'hui, il y a une norme qui se crée sur le marché à la demande de l'AMF, qui est que toutes ces opérations se fassent sous la forme d'un titre financier. Et le titre financier le plus simple à manier pour les opérateurs, tout comme les investisseurs, c'est l'obligation. Pourquoi? Je fais juste un point dessus. On aimerait tous vous donner la propriété d'un bien commercial. Le problème, c'est que si on vous donne la propriété, vous allez payer 5% de droits immobiliers à chaque transaction, ce qui ne se passe pas sur un titre de dette ou sur une obligation. C'est pour ça que le marché, finalement, s'organise sous la forme d'obligations, parce que c'est la seule façon de réduire le coût de gestion d'un fonds immobilier et d'assurer une fluidité des échanges sans justement la taxe à 5%. Ouais, mais là, c'est une question, c'est pas le propos de cette vidéo, mais je me posais la question même, est-ce que c'est en termes de garantie, est-ce que c'est préférable d'être propriétaire ou actionnaire, comme on le serait sur du SCPI ou comme on le serait sur de l'immobilier tokenisé avec Realty, ou est-ce que c'est préférable d'avoir en fait un titre de dette avec une hypothèque sur le bien? Parce que si jamais ça se passe mal, l'hypothèque vient avant en fait les remboursements aux actionnaires, vrai? Ah, tu as tout à fait raison. Chez Blocks, comme dans d'autres plateformes, on utilise ce qu'on appelle une obligation à coupon variable qui reproduit finalement la propriété. Et comme tu l'as exactement mentionné, quand tu es au capital d'une entreprise,
bah, si le capital est perdu, bah, tu as perdu ton capital. Alors que si tu es dans les prêteurs et que tu as une hypothèque de premier rang, bah, tu es en effet, en cas de défaut, en bien meilleures conditions que si tu détenais en effet la propriété ou le capital du véhicule. On l'a vu récemment, je fais une petite parenthèse, on l'a vu récemment sur une banque qui a fait faillite et ils ont remboursé les Bien sûr. créanciers et ils ont dit non, non, pour les actionnaires, eux, ils ont pris leur risque de terminer, et ils n'auront rien. C'est pour ça que je posais la question. OK, on continue là-dessus. Fiscalité. Fiscalité, flat tax 30%, c'est la même chose. Crowdfunding ou immobilier fractionné, c'est la même chose. OK. Exactement, titre financier, 30% flat tax. OK, qu'est-ce que j'avais d'autre? Si Blocks disparaît. Tout de suite, tu passes par les mauvaises nouvelles. Merci, Marc. Non, je C'est rigole. les questions, tout le monde se pose ces questions. Blocks. Il a fait une Non, non, tête, il mais avait la je rigole. Non, sueur. mais je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Donc, je suis obligé de répondre avec beaucoup de Je spontanéité. précise une Euh, chose. Attends, je précise une nous... chose. Ça te permet de réfléchir un petit peu. Je n'ai pas envoyé les questions. Comme d'habitude, je n'envoie pas les questions. OK? Donc, c'est. Exactement. Non, moi qui espérais parler pizza avec toi et de la qualité des olives chez Luigi, en effet, il faut passer par les questions difficiles. Marc, on ne cache pas le fait que chez Blox, on respecte l'agrément AMF et en ce moment, on a déposé notre agrément AMF. Là, on le dépose cette semaine. L'idée de l'agrément AMF, c'est que l'AMF te demande exactement cette question-là. S'il y a un problème, si Blox venait à disparaître, comment est-ce que les investisseurs sont protégés? Et on appelle ça un plan de continuité d'activité, un PCA. OK? Et ça, c'est toute entreprise qui demande un agrément doit y faire face. Et donc là, c'est des procédures. On a des procédures avec soit une autre société de gestion qui reprendrait derrière pour gérer les biens et pour les liquider au profit des investisseurs si vraiment il y a une demande. On a un prestataire informatique qui récupère la plateforme. On a un contrat avec lui de suivi et de garantie qui fait que si nous venions à disparaître, la plateforme est toujours maintenue et continue d'opérer pour les investisseurs. Donc ça, Marc, on a prévu bien D'accord. évidemment, selon la réglementation de l'AMF, on a tout prévu. Plan de continuité d'activité. D'accord. Je reviens sur j'ai encore un ou deux points. Je reviens sur le point que tu Bien as sûr. mentionné précédemment sur l'aspect inflation. C'est-à-dire, c'est dans les documents que vous fournissez, vous faites des simulations avec des scénarios, vous faites varier l'inflation, etc., etc. Mais dans l'immobilier résidentiel, les contrats de location sont aussi indexés sur l'inflation. Et moi, étant par exemple investisseur locatif en immobilier physique, je n'applique pas en fait ça parce que je me dis que dans la période actuelle où les gens ils n'ont pas eu des augmentations de salaire, etc., si en plus je leur applique l'inflation, je me dis qu'ils ils vont pas pouvoir payer, ils vont partir. Donc, comment ça se passe là dans l'immobilier de commerce? Est-ce qu'il y a il y a une particularité par rapport à cette inflation? Non, c'est une excellente question, Marc. Et d'ailleurs, ton exemple parle de lui-même. Même si dans le résidentiel, on a une petite base d'inflation qui vient se rajouter, les salaires n'étant pas indexés à l'inflation en France, malheureusement, et les situations économiques étant assez difficiles, et comme tu l'as mentionné, les salaires n'étant pas augmentés, faire passer l'inflation à ses locataires est quelque chose de très complexe. Alors que dans le commerce, bah, ton commerçant, en vérité, son loyer représente, allez, chez Luigi, c'est 7%, je crois, de son chiffre d'affaires. Or, le chiffre d'affaires de Luigi, il est indexé à l'inflation, dans la mesure où il achète de la farine, il se fournit en électricité, tous les prix augmentent. Bah, tu vas au restaurant, hein, tu as bien vu que les prix ont augmenté au restaurant. Et donc, l'inflation est repassée beaucoup plus facilement à un locataire d'un commercial qu'à un locataire dans le résidentiel. Ça se comprend assez facilement. C'est d'ailleurs pour ça que les prix augmentent dans les magasins, parce que les loyers augmentent proportionnellement. Cette année, on a été malheureusement plafonné par le législateur. L'inflation nous donnait un indice parce que les commerces sont indexés à l'indice des loyaux commerciaux, l'ILC. Je vous invite à regarder la courbe d'ILC de ces dernières années pour comprendre à quelle vitesse les loyers ont augmenté. Mais donc, l'idée, c'est que les loyers devaient augmenter cette année de près de 6%. Et malheureusement, ou heureusement pour les commerçants, le législateur a plafonné à 3,5% l'augmentation. Et comme l'INSEE commence déjà à sortir les indices d'inflation de cette année qui vont s'appliquer l'année prochaine, le législateur a décidé une nouvelle fois de plafonner à 3,5% l'année prochaine. Donc, a priori, Marc, de ce que nous, on ressent et ce qu'on voit comme inflation embarquée, en l'espace de moins de 2 ans, les loyers commerciaux vont augmenter de 7%. Et donc, si tu commences à 5-10,
bah, tu vois que tu vas bientôt finir à 5,50. En 2-3 ans, tu vas être à 5,50. Et l'idée, encore une fois, c'est que nous, ce qu'on voudrait vraiment transmettre comme idée à la communauté, c'est que dans un scénario d'inflation, et même quand on regardait dans les années précédentes où il n'y avait pas beaucoup d'inflation, les loyers commerciaux ont augmenté de 40% en 12-13 ans. Mm. Et c'est ça, en vérité, l'investissement de long terme. Alors, d'un point de vue investisseur, les loyers qui augmentent de 7%, donc moi je suis content, mais j'étais en train de me dire que la pizza va aussi augmenter de 7%. Donc, ceux qui veulent aller manger des pizzas, allez-y maintenant parce que je pense qu'année prochaine, elle sera plus chère. Ok. Ouais, Euh, mais malheureusement, tout augmente, Marc, je sais. Ok, dernière question. Là, sur le crowdfunding, on a la plupart du temps des projets qui sont résidentiels, donc par exemple de marchand de biens, j'achète Bien sûr. un ensemble immobilier, je rénove, je revends à du résidentiel. On arrive bien à évaluer le résidentiel, on a plein d'estimateurs, donc on arrive à être bien précis là-dessus. Donc on est sûr qu'on n'achète pas trop cher et on est sûr à peu près, on arrive à estimer le prix de sortie plus ou moins. Donc là, d'un point de vue investisseur, on arrive un peu à analyser ça. Sur les commerces, moi, j'ai pas encore cette compétence. Comment est-ce qu'on peut faire en tant qu'investisseur pour être sûr qu'on n'achète pas trop cher les biens? Ben, c'est justement pour ça qu'on est là, Marc. L'idée, c'est que l'investissement en mur de commerce ou en général dans l'immobilier commercial, il est trusté à 95%, voire plus, par les investisseurs professionnels. Parce que, comme tu l'as compris, c'est très facile d'avoir des bases de prix dans le logement. Déjà, il y a Se Loger, etc. Tu peux très vite aller voir et comprendre, voir comment le marché s'homogénéise. Un petit bémol en ce moment, aujourd'hui, il est très compliqué de savoir quel est le prix d'un mètre carré en ce moment parce qu'il n'y a plus de transactions. Avec les taux qui ont autant augmenté, on voit des baisses dans certains territoires de -10, -15. Paris est très résilient. Paris baisse tout doucement et c'est tout à fait compréhensible. Dans le commerce, l'exemple que j'adore citer, c'est sur les Champs-Élysées, entre le trottoir où il y a la Fnac, Virgin et le trottoir d'en face, les commerçants payent du simple au double. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le commerce, finalement, ce que tu achètes quand tu es un commerçant, avec ton loyer, tu achètes un trafic. Exactement comme sur Internet. Donc, combien il y a de passants à l'heure qui vont passer devant ma boutique, à qui je vais pouvoir exposer ce que je vends, tout simplement. Donc, on revient aux bases mêmes du commerce et du trafic qu'on peut aisément comparer à un trafic d'un site web. Euh, Pareil, des boutiques d'angle sont plus valorisées, plus recherchées à la fois par les commerçants et les investisseurs et ont un loyer plus élevé. C'est facile à comprendre, hein. Un angle, tu le vois en arrivant par la gauche, tu le vois en arrivant par la droite, une meilleure visibilité. Donc on Mhm. revient aux bases du commerce, de la communication, de la visibilité dans la rue. Vas-y, je te laisse. On va voir. Est-ce que vous allez communiquer les rapports des Bien experts évidemment. justement sur l'évaluation? C'est déjà le cas, par exemple, sur votre site, parce que j'avais Alors, peut-être mal cherché. l'idée, c'est que en ce moment, on est en train. Alors, les expertises tu vas comprendre, les expertises, quand un véhicule professionnel demande une expertise à un expert, les expertises sont dites privées. Elles sont pour le compte du propriétaire. Pourquoi? Et c'est exactement pareil que les assemblées de copropriété. On a plein de demandes sur pourquoi vous ne mettez pas les AG de copro du 2 rue Eugène Sue. Pour une raison très simple, Marc. C'est que dans une assemblée de copro, tu as toutes les informations sur la vie de l'immeuble. Et je pense que si toi ou moi, on habitait dans l'immeuble et que, par exemple, on était en litige, qu'on a un autre voisin parce que son chien aboie ou parce que, bref, on a une fuite d'eau, t'as pas envie que la France entière connaisse la vie de l'immeuble du 2 Eugène Sue, Si alors ça, que si ça finalement, peut me rapporter, on fait si ça peut me rapporter des followers, moi, il n'y a pas de problème, hein. C'est encore mieux. Donc tu comprends que dans le cadre de Luigi, on ne peut pas transmettre ces informations et on est obligé de faire des fiches de résumé, parce que si on transmet ces informations, on transmet des informations d'ordre privé. Ça De marche. la même façon, les expertises, euh, elles sont, elles sont réservées finalement aux investisseurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on fait ressortir les chiffres les plus intéressants, on fait ressortir les chiffres de base, mais on peut pas servir l'expertise comme ça, parce que malheureusement, les experts ne nous laissent pas la diffuser à un très large public. Donc C'est là, un je peu l'idée. m'adresse. Pourquoi? Parce que tout simplement, Vas-y. si un investisseur n'était pas content, comme l'expertise elle est signée, qu'est-ce qui empêche l'investisseur d'appeler l'expert pour lui dire ce qu'il en pense? D'accord. Je pense que tu as compris le point. Je m'adresse cette fois-ci à la communauté. S'il y a des experts en mur de commerce, on va faire notre due diligence de notre côté pour vérifier Oui. les prix. Et venez nous challenger, parce qu'il y Pas a de autant souci. d'avis que d'experts. On se sert, nous, d'experts qui sont RICS, ça veut dire Royal Institute of Charter Surveyor. C'est la meilleure norme mondiale D'accord. d'expertise. C'est eux qui expertisent tous les véhicules expertisés. Non, mais Marc, c'est vachement important parce que tu vas avoir d'autres.
plateformes, que ça soit de crowdfunding, d'investissement long terme, peu importe, qui vont faire appel à des experts pour sécuriser ta communauté, la chose la plus importante à vérifier, c'est que les experts aient l'abréviation RICS, Royal Institute RICS. of Charter Je Surveyors. note, je note. Parce que c'est la différence qu'il y a entre une expertise de 3 pages qui est faite par l'agent immobilier en bas de ta rue, parce que n'importe Et qui peut être une expert, expertise au doigt et, mouillé. Ok. et exactement, et l'expertise de 25 pages qui respecte des normes très, très, très strictes et surtout qui coûte très cher, parce que c'est une vraie expertise. D'accord, ça marche. Bah, c'était très intéressant. Ok, finalement, je ne sais pas où je vais investir mes 100 euros, mais j'ai appris pas mal de choses. Ah, je pense qu'il Ok. faut diversifier ton patrimoine Ouais, et bien comme sûr, tu le bien dis à sûr, ta bien sûr. communauté, voilà, il faut aller un peu partout. Diversifier, Nous, diversifier, nous ce qu'on diversifier. Ok, très bien. Tu veux rajouter exactement. quelque chose? Non, bah écoute, merci Marc de m'avoir reçu. On a lancé Blox il y a un mois. J'espère que vous nous ferez des retours. Marc, en tout cas, si tu veux nous faire des retours et si ta communauté nous fait des retours, tu sais très bien que on construit la plateforme avec vous et c'est vraiment une opération de co-construction. Les produits qu'on sélectionne, ils sont pour vous, ils sont pas pour nous. Et Les, re- l'idée que si vous avez des idées ouais, les retours, ou des les envies, retours, vous les mettez vous les mettez en commentaire, comme ça, Blox ira voir exactement, directement. Ok, super. Écoute, bah, je, exactement. je te remercie. C'était très sympa. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao. Et ben merci beaucoup Marc. À très bientôt et toujours à ta disposition.